Bon, il était peut-être temps qu'on s'y remette. Et oui, le grand retour des vidéos. J'ai pas d'excuses, j'ai juste rien fait. J'ai regardé plein de films, mais j'ai rien fait. Du coup, nous voilà dans une liste de 26 films à rattraper. Des trucs que j'ai vus récemment au cinéma comme à la maison. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de pas faire trop long parce que à faire beaucoup. Il y a des sorties relativement récentes, d'autres pas du tout. On va regarder ça ensemble. C'est parti. Pour le premier film, on va s'attaquer à Adieu les cons, un film réalisé par Albert Dupontel, dans lequel il joue aux côtés de Virginie Efira et Nicolas Marié. Le film est sorti le 21 octobre 2020, donc avant les confinements et les restrictions, etc. Je suis pas toujours très fan du cinéma de Albert Dupontel. Par exemple, le film Au revoir là-haut était sympa, mais je crie pas au chef-d'œuvre comme tout le monde le fait habituellement dès qu'il sort un film. Pour ce qui est d'Adieu les cons, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était un film très poétique, qui a une histoire mélodramatique vraiment très bien gérée. C'est une histoire très pathétique en fait, c'est des personnages dépressifs qui font le bien autour d'eux et j'ai beaucoup aimé ça. Les personnages sont très attachants, Virginie Efira comme d'habitude mène la barque et y arrive vraiment très bien à jouer son personnage de femme forte en même temps que de personne qui sait qu'elle va mourir, qui cherche désespérément à recontacter son fils biologique qu'elle a perdu de vue. Tous les personnages en fait ont un petit peu un destin assez tragique et ils s'embarquent dans une aventure aussi rocambolesque que sentimentale. C'est un des seuls films français où il y a une fin qui change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très surprenant. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. C'est un film très accessible, mais qui fait réfléchir sur le sens de la vie, le monde actuel, les technologies, les relations entre les hommes, tout simplement. Sur les relations qu'on a au travail, l'ascension professionnelle, et aussi les liens familiaux un petit peu tordus. Un très bon film qui a relancé l'industrie du cinéma français que je vous conseille de tout cœur. Deuxième film, le film Sainte-Maude. C'est un film qui est sorti en juin 2021, qui est produit par les studios A24, qui en ont pas marre de faire des très bons films, visiblement, parce que c'est eux qui avaient réalisé, enfin, produit en tout cas, Midsommar, Hérédité, Relique ou des choses comme ça. Même si Relique, je suis assez mitigé. Un film réalisé par Rose Glass et joué par Morfydd Clark et Jennifer Ley. C'est un film qui sera pas du tout accessible à tout le monde. C'est vraiment du cinéma d'auteur, du cinéma de genre, du film d'horreur très étrange. Un film qui est très plat mais très glaçant. C'est un film qui sait semer le doute parce que l'histoire principale en fait c'est une fille qui semble parler à Dieu, qui dit qu'elle a une mission, etc., qui est un petit peu réservée et qui va s'occuper d'une dame en train de mourir, qui a, je sais pas si elle a un cancer ou quelque chose comme ça, mais en tout cas elle est pas très bien et qui décide de profiter de la vie. Et la fille qui parle à Dieu, jouée par Morfydd Clark, elle aime pas ça du tout. Elle se lie d'amitié avec la dame, mais essaye de contrôler sa vie, et on commence à voir qu'il y a des trucs surnaturels autour d'elle, et on commence à voir qu'elle a aussi un comportement très bizarre. Donc on ne sait pas du tout si vraiment elle est missionnée par Dieu, si elle est missionnée par le diable, parce que quand on entend des fois la voix de Dieu, on peut se dire que c'est pas ça. Et on se demande si elle n'est pas tout simplement folle ou possédée. Donc il y a vraiment plusieurs lignes de conduite et il faut vraiment se concentrer et puis voir les petits détails pour comprendre vraiment l'histoire. C'est un film avec très peu d'action, très peu de rebondissements comme tous les films d'horreur qu'on peut voir aujourd'hui. Mais par contre, dès qu'il y en a un, c'est glaçant. Moi j'ai trouvé le film très plat. À un moment, je dirais pas ennuyé, mais voilà. Mais par contre, j'ai fait un bond à un moment. Alors pour un petit truc tout à la con, mais quand on est vraiment à fond dans le film, ça peut être très surprenant. Malheureusement, c'est un film qui se perd assez vite et malgré tout, on n'a pas beaucoup d'explications pour le peu de choses qu'on voit à l'écran. On voit vraiment une fille étrange qui fait des trucs étranges, qui subit des phénomènes étranges, mais
La fin est très très chouette, hein, je dis pas, mais je sais pas, il manque un petit truc pour que ce soit vraiment très beau. Mais après, il y a des très très belles images, notamment le plan où on croit qu'elle lévite et qu'elle est possédée. C'est super beau avec les feux d'artifice en fond, franchement, ça fait des images vraiment ouf qu'on n'a jamais vues dans le cinéma d'horreur. Donc, juste pour ça, je vous conseillerais de le regarder, mais après, c'est pas accessible à tous. Troisième film, on va parler du film Été 85, réalisé par François Ozon, qui est sorti le 14 juillet 2020, donc l'année dernière. Un film dans lequel jouent Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. Ça va parler tout simplement d'une romance gay dans les années 80. Et c'est à peu près tout. Le film en lui-même est sympa parce qu'il représente très très bien les années 80. Les deux acteurs ont une vraie alchimie, ils vont bien ensemble, enfin, ça se passe très très bien à l'écran, c'est très beau à voir, il y a plein de petits détails, c'est amusant, ça fait vraiment, comme ils disent, film d'été, les amourettes d'été, en plein milieu des années 80. Malheureusement, le film n'a pas grand chose à raconter, enfin je trouve. Il n'y a pas forcément de trucs homophobes, pourtant pour les années où c'était, c'est un petit peu... Enfin, je sais pas, je pensais voir ça, entre autres. Le film se perd très très vite en fait, et dès qu'il y a un moment marquant, c'est pas très bien géré, notamment à la fin, vous comprendrez si vous avez vu le film, c'est pas du tout impactant quoi, enfin, c'est quand même quelque chose de très très grave de ce qui se passe à l'écran, et je sais pas, ça amenait vraiment comme si on sortait un mouchoir de poche et on disait « regarde, j'ai une idée !» Donc bon, après si vous voulez voir Été 85, c'est sympa, mais sans plus. Film 4. Monster Hunter, réalisé par Paul W.S. Anderson, sorti le 13 avril 2021, dans lequel on retrouve Mila Jovovich, qui a souvent des rôles similaires dans des films un petit peu moyens, et Tony Tony ta gueule. Donc l'histoire du film, en fait, c'est une unité militaire qui est dans le désert et qui se retrouve d'un seul coup projetée dans un monde parallèle, dans un autre désert, avec des grosses créatures, des gros dragons. Donc c'est l'adaptation du jeu vidéo Monster Hunter. Tout le monde crie au scandale avec ce film, j'irai pas jusque-là. Certes, c'est un film sans intérêt, qui n'a pas d'histoire, qui a aucun dialogue, qui a une intrigue qui tient sur un post-it. Mais par contre, malgré tout, même s'il n'y a pas forcément de cohérence, même s'il se passe des trucs illogiques à l'écran, faut quand même avouer que c'est super chouette à regarder, que les monstres sont vraiment impressionnants, et les images sont très très réalistes. Il y a vraiment des scènes d'action qui sont folles, notamment la toute fin avec le dernier dragon. C'est chouette, enfin moi je me suis pas trop ennuyé. Bon après certes vraiment, les relations entre les personnages... En fait, ils auraient juste dû nous montrer un bestiaire de toutes les choses à voir dans le monde de Monster Hunter, mais bon, après, j'ai pas forcément trouvé le temps long. C'est sympa, ça se regarde, mais bon, je le conseille que si vous voulez passer un moment et puis faire autre chose en même temps, quoi. Number 5. Army of the Dead, réalisé par Zack Snyder. Il nous habitue à mieux, hein, quand même. Avec dans le film Dave Bautista et toute une clique de personnages très stéréotypés pour ce genre de film un petit peu zombie, un petit peu badass. J'ai vraiment pas aimé du tout. Pourtant Zack Snyder, je défends plutôt ce qu'il fait, bon, en tout cas avec les super-héros, l'univers qu'il ramène, mais là, on lui a laissé carte blanche, il s'est éclaté, mais alors moi ça m'éclate pas du tout ce genre de film. Donc le pitch en fait c'est une équipe qui se forme avec des gens qui veulent aller cambrioler un super coffre-fort en plein milieu de Las Vegas, dans un endroit où tous les zombies qui ont envahi le monde ont été regroupés. Ces zombies-là se sont mis à évoluer, à faire des clans, et on apprend pendant la mission que le président des États-Unis, je pense que c'est un petit clin d'œil aux conneries que fait Trump, a décidé de faire péter l'endroit de Las Vegas avec tous les zombies dedans pour la fête nationale, pour dire que c'est un effet waouh, complètement con, mais
ça va dans la veine de l'actualité. Pour moi, c'est un film vraiment sans intérêt, pas très très intéressant. Il n'y a rien qui change vraiment d'un film de zombies, quitte à faire autant regarder Zombieland, les personnages sont beaucoup plus attachants. Là, ils sont tous en train de s'envoyer des vannes dans la gueule, de pas se faire confiance, on dirait des ex-tolards. Enfin, c'est vraiment le genre de film Netflix pour moi où tout est basique en fait. On dirait qu'il y a un cahier des charges qui a été rempli avec ouais, tel personnage il va être ça, il va faire ça, tel personnage il va faire ça, lui il va se retrouver avec sa fille à tel moment. Et non, moi ça m'intéresse pas du tout. Les personnages en général dans le film sont pas attachants, sont pas intéressants. Il y en a peut-être deux qui sortent du lot. Il y a la nana qui conduit les hélicoptères, mais voilà. Et le personnage allemand qui a son côté un peu le faiblard de la troupe. Même si c'est cliché, je trouve ça va. J'ai trouvé les images incroyablement floues. Je sais pas comment il s'est focalisé pour faire ces images, Zack Snyder, mais il y a plein d'effets de flou et à peine les personnages reculent d'un centimètre derrière, on les voit plus, enfin c'est très bizarre. Et tous les décors font très très artificiels. Les gros plans, les trucs d'effets spéciaux, le tigre. Ouais, il s'est tapé un kiff, il a mis un tigre zombie. C'est pas très bien fait et ça sert à rien quoi. Pour moi, ce film se limite à sa scène d'introduction qui était très prometteuse. Celle où il y a le générique et on voit tout au ralenti avec une musique un petit peu barrée. Mais après, 2 heures de ça, non merci quoi. Le film 6. On va parler de Cruella, sorti le 23 juin 2021, réalisé par Craig Gillespie, le réalisateur du film Watonia, que j'avais adoré, et qui a pour acteurs principaux Emma Stone et Emma Thompson. Emma au carré, le binôme de choc, parce que ce film est vraiment très très sympa. Je l'attendais un petit peu, parce que j'aime bien, Cruella c'est mon personnage méchant Disney préféré, donc j'aime beaucoup les films, même les vieux films, parce que Cruella franchement elle envoie du lourd. Ici, on a le droit à un film très très artistique qui se permet pas mal de choses, surtout dans l'univers de la mode en général. Je pense que la costumière et puis les chefs décorateurs se sont éclatés à faire certaines scènes. Les costumes de Cruella quand elle fait ses apparitions sont vraiment excellents. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, du coup, ça va surtout s'axer sur le personnage de Cruella qui a perdu sa mère et qui veut travailler dans le monde de la mode. Elle rencontre la baronne qui découvre un petit talent dans Cruella, enfin qui s'appelle Estella dans le film, et qui va donc l'embaucher pour profiter en gros de ses talents et puis les mettre à son service pour que la personne de la baronne soit beaucoup plus reconnue et fasse de nouvelles choses. Ce qui va pas plaire à Estella, qui va laisser son côté cruel sortir, et qui donc va faire un deuxième personnage, Cruella. C'est dans ça que le film se perd un petit peu. Je trouve ça très très dommage que personne reconnaisse Cruella, parce que c'est quand même la même fille, certes avec un look différent et une attitude différente, mais désolé, quand tu embauches quelqu'un, quand tu bosses avec quelqu'un tous les jours et que t'es pas capable de reconnaître qu'elle a changé de look et puis... Je sais pas, moi je trouve ça c'est un petit peu gros, mais après ça n'empêche pas la bonne visibilité du film, c'est très très chouette. Il y a de très très belles images. Comme je le disais, le monde de la mode est assez bien dépeint. Bon, certes, un petit peu cliché avec cette histoire de marâtre de la mode qui va dénigrer tout le monde, mais bon, Emma Thompson le joue super bien. Emma Stone va très très bien jouer le personnage de Cruella, et elle est tellement possédée par son personnage qu'en fait on va vraiment kiffer tout ce qu'elle fait quoi. Le film a une aisance dans sa narration grâce à des musiques qui sont très très chouettes, notamment le moment des papillons de nuit. J'ai trouvé vraiment la musique très très prononcée, même si elle n'est pas boum 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 tout le temps, c'est vraiment chouette. Par contre, la bande originale est sympa, mais je trouvais que toutes les musiques rajoutées au film, c'est vraiment un jukebox des années je ne sais pas combien, avec toutes les musiques très très clichés de These boots are made for walking, ou que des trucs comme ça. Et c'est très dérangeant parce que ça va pas forcément avec le personnage, étant donné que Emma Stone, enfin Cruella, et punk, moi j'aurais bien voulu du gros métal sa mère pendant qu'elle fait des trucs, ça aurait été beaucoup plus prononcé, mais il faut que ça plaise
à une plus grande catégorie de personnes et de spectateurs. Et du coup, ils ont mis que des musiques assez random, et c'est vraiment dommage parce que parfois, on regarde le film et on fait. C'est un peu abusé. Pendant le moment, par exemple, où elle est sur la fontaine, là, qu'elle fait son concert et son défilé de mode, là, c'est de la musique vraiment punk, bien bien prononcée. Et la scène est vraiment magnifique, et ça rend super bien. Et moi, je trouve ça assez dommage qu'ils aient pas vraiment poussé le truc au bout et vraiment fait un personnage punk, quoi. Mais après, je suis difficile, le film est vraiment très lisible, très sympa. Allez le voir s'il est encore en salle, mais franchement, il est chouette. Film numéro 7, The Tomorrow War, réalisé par Chris McKay, sorti le 2 juillet 2021, avec pour acteur principal... Merde, comment il s'appelle? Jurassic World... Chris... Pratt. J'ai préparé ma vidéo. J'ai vu beaucoup de critiques YouTube, critiques ciné en général, défoncer le film. Pourquoi? Certes, il y a des incohérences, mais c'est quand même vachement sympa à regarder. Je comprends pas pourquoi ça a été dénigré aussi vite et jugé d'une façon aussi tranchée. Parce que, bon, j'ai regardé aucun trailer et tout, j'ai juste vu que le film prenait pas mal d'ampleur, que tout le monde en parlait, je me suis dit, allez, vas-y, tente. Et c'est sympa quand même. L'histoire du film, en fait, c'est en plein milieu d'un match de foot diffusé à l'international. Il y a des gens, des militaires qui arrivent, qui sont téléportés de on ne sait où, et ils vont dire qu'ils viennent du futur, et que dans le futur, il y aura des dragons, enfin des bestioles, qui auront envahi la planète, et qu'il faut absolument aller les aider. C'est le seul moyen de faire survivre l'espèce humaine. Et donc les gens d'aujourd'hui vont être envoyés dans le futur, même s'ils n'ont pas de formation militaire, pour pouvoir détruire cette espèce qui est en train d'éradiquer tout sur la planète. J'ai trouvé que le côté voyage dans le temps et tout, les humains l'acceptent vachement vite quand même. Il y a des gens qui arrivent sur un terrain de foot, tada, on vient du futur, aidez-nous, ok, tout le monde y va. C'est très cliché, c'est très linéaire pour faire avancer le scénario et pour amener les scènes d'action. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de doute, de remise en question. Il y a 2-3 petites conversations entre des personnages qui disent ouais, c'est quand même bizarre, machin, mais il n'y a rien de très probant, tout le monde fonce, voilà. Pour moi, le seul intérêt du film, ça va être ce qui se passe après. Certes, l'intro est un petit peu longue, mais quand il y a les créatures et qu'on arrive dans le futur, c'est vachement sympa. Ça bouge beaucoup, les images sont très très belles, les créatures sont très réalistes. On a des scènes d'action qui sont vraiment intenses, mais vraiment, tous les personnages s'en sortent à deux doigts. Bon, on sait que c'est les personnages principaux et qu'ils vont pas forcément crever. Mais c'est pas grave, parce que toutes les scènes, toutes les attaques par les bestioles sont très visuelles. Les bestioles sont vraiment intégrées, on dirait vraiment qu'elles sont réelles, et c'est très très bien pensé à ce niveau-là. Et on a le droit à des images quand même très jolies. Notamment une où, quand les bestioles assiègent le seul endroit où il y a les survivants dans le futur, qui est en plein milieu de la mer, quand ça explose de partout, qu'il y a toutes les bestioles qui sortent de la flotte et puis que ça met un plan large au ralenti, il y a un moment dans le film où j'ai waouh, ça en salle, en 3D, ça aurait pu être grave cool. Pour moi, c'est du pur divertissement, un petit peu à la Jurassic World. De toute façon, c'est un petit peu le genre de film que fait Chris Pratt, hein. C'est toujours des trucs avec des effets spéciaux de ouf, de l'action, et voilà. Certes, il y a pas mal d'incohérences, notamment sur comment on tue les bestioles. Ils disent de tirer dans la gorge, mais après tout le monde tire un peu partout, et les bestioles meurent quand ça arrange le scénario. Et aussi un truc qui m'a paru gros, quand ils tombent du ciel, là, quand ils sont transportés dans le futur, et ils font quand même une chute de très très haut. Il y en a qui meurent, mais presque tous survivent, alors que, bon, je sais pas... Je pense 10 mètres de haut déjà tu crèves, et là ils tombent de bien plus haut, hein, donc bon. Mais après, si on fait abstraction des petites incohérences comme ça et qu'on regarde le film comme moi d'un œil extérieur à toutes les polémiques qu'il y a eu autour, c'est très très correct, c'est vraiment chouette et on s'ennuie pas une seconde. Film numéro 8. Alors là, ça va être marrant. The Craft, les nouvelles sorcières, sorti le 28 octobre 2020, réalisé par Joey Lister-Jones. Alors ce film n'est pas sorti à la bonne époque,
Je comprends pourquoi, en fait, c'est un remake. Remake d'un film un petit peu à la Charmed. L'histoire, c'est des nanas qui font de la sorcellerie, cherchent une quatrième, et ça tombe bien, la quatrième, pour faire le coven, arrive dans un lycée, elle n'a pas d'amis, elle s'habille un petit peu bizarre, et du coup, tiens, si on l'appelait pour faire de la magie, et ouais, vas-y, on va faire des réunions ensemble, on va prendre des bains, on va faire du spiritisme, et puis on va essayer de se faire léviter. Oui. Le film est très très cliché, c'est assez consternant. Les actrices sont assez moyennes. C'est vraiment le genre de film pour ados. Je lui aurais donné beaucoup plus de crédit s'il était sorti sur Netflix, parce que c'est un petit peu la veine de ce que produit Netflix en général. Mais là, sorti comme ça par... je sais même plus qui c'est qui sort ça, Sony ou... enfin, une grosse boîte quand même. Bah... Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, je sais pas. Le film nous balance sans cesse des messages de tolérance très très gênants sur la communauté LGBT, sur des messages écolos, des messages... Enfin, il y a... On dirait vraiment une checklist de trucs à dire dans un film pour ados pour changer les mœurs d'aujourd'hui, mais ça marche pas du tout. J'ai marqué un film sorti à la mauvaise époque. C'est un remake du film Dangereuse Alliance de 1996. Par curiosité, j'irais presque regarder le vieux film pour voir si c'est pas mieux traité à l'époque, si on le remet dans le contexte de l'époque. Parce que là, aujourd'hui, c'est sorti de nulle part comme ça, enfin, tout le monde s'en fout de ce film, personne va aimer, et personne n'a aimé. C'est vraiment un film pour faire plaisir aux ados, avec que des espèces d'ados à la Billie Eilish, là, qui s'habillent avec des piercings au septum. Enfin, vraiment, je dis pas ça parce que j'en ai des faux, et voilà, je me décore aussi avec des écarteurs. Mais c'est vraiment des filles, ouais, trop, la mode c'est pas pour nous. Nous, on va mettre des stickers de lune sur le front, et puis des paillettes là quand on va aller en soirée. Oui, c'est pas parce que tu t'habilles en friperie qu'il faut en faire un film non plus, quoi. Le climax de fin, si on peut appeler ça un climax, le final quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est l'amitié va régner, la sorcellerie c'est mieux à 4, par tous de sorcières, charme pour les bébés. Je sais pas, mais c'était nul. Après, je dis ça, j'ai regardé le film, je me suis pas trop ennuyé, mais ça a aucun intérêt en fait. Film numéro 9. Comment je suis devenu un super-héros, réalisé par Douglas Attal et qui est sorti le 9 juillet 2021 sur Netflix, dans lequel on peut retrouver comme acteurs Pio Marmaille, Vimala Pons, Leila Bekti ou Swan Arlo. Un film qui aurait dû sortir en salle et qui est encore une fois sorti sur Netflix, un peu dans l'indifférence. Et pourtant, c'est un bon film de super-héros français. Dommage de ne pas l'avoir sorti en salle, parce que auprès des distributeurs, ça aurait eu un petit peu plus de crédit quand les Français auraient dit tiens, si je pouvais faire un film avec des effets spéciaux, ça pourrait être sympa, non? Ça change vraiment du cinéma français habituel. C'est une histoire assez banale, avec des cartels de drogue ou des trucs comme ça, mais il y a une très bonne mise en scène, c'est bien foutu, il y a une tension assez constante, les personnages sont tous très attachant, il y a un beau développement de chaque personnage, à peu près personne n'est oublié. Voir Benoît Poulvorde en super-héros, c'était un petit kiff. Lui, je l'aime de plus en plus dans ce qu'il fait. Au début, il m'agaçait un peu, et alors maintenant, ça commence à changer. C'est un film qui a de beaux moments de grâce, de suspense. Je pense du côté d'un œil étranger, on verrait ça un petit peu comme un truc très basique, un peu mal fait. Mais franchement, pour du cinéma français, moi j'étais agréablement surpris. Tout se tient très bien et en fait, le scénario est assez bien écrit pour qu'on fasse pas attention qu'il n'y ait pas beaucoup d'effets spéciaux, qu'il n'y ait pas beaucoup de différences de pouvoir, qu'il n'y ait pas beaucoup de moments où les gens vont péter des murs, défoncer des bâtiments. Il n'y a pas besoin de ça, en fait, pour kiffer le film et comprendre que les super-héros sont des super-héros malgré eux. J'ai noté aussi que la musique était vraiment sympa. Moi, le seul truc qui m'a dérangé dans le film, comme dans de plus en plus de films en ce moment, c'est ce côté racaille. Bonjour, on fait des trucs à Saint-Denis, on essaye de rendre des dealers attachants. Pas trop mon délire, mais après, il faut dire que le film se tient très très bien et justifie ça très très bien. C'est pas un film pour faire plaisir au 9-3, donc bon, allez.
ça passe. Donc très très bon film à regarder sur Netflix avant qu'il le supprime et qu'il tombe dans l'indifférence la plus totale et la mort. Film numéro 10. On va s'attaquer au film Spiral, réalisé par Darren Lynn Bousman, qui est sorti le 21 juillet 2021. Beaucoup de 21. Dans lequel on va retrouver Chris Rock, Max Minghella, je connais pas son nom mais j'adore cet acteur, Samuel L. Jackson, je connais son nom mais j'aime pas cet acteur, et Marisol Nichols. Comment dire, j'ai jamais vu tous les sauts. J'ai vu toutes les morts parce que ça m'intéressait, mais le principe de saut m'énerve un peu. Je trouve les personnages toujours très caricaturaux, on dirait vraiment qu'on est resté bloqué dans les années 2000. Il y en a beaucoup qui disent que les anciens sauts sont vraiment bons pour le côté enquête, etc. Mais moi je trouve pas ça trop intéressant, je regarde ça pour les morts et encore je trouve ça un peu trop dérangeant. Enfin quoique ça dépend desquels. Il n'y a jamais trop grand chose qui m'a attiré dans les sauts à part le côté peut-être avec la poupée, le clown, les cochons, enfin tout ce qui est un petit peu créature et les pièges. Mais alors après, toute l'histoire autour en général, je me fais un peu chier. Et j'aime pas ce genre de films qui sont vraiment restés bloqués dans une époque et qui sont réalisés en plan pas large en fait, vraiment focus sur les personnages. On dirait vraiment un peu un téléfilm un peu plus poussé, mais voilà. J'avais vu le premier Saw et j'avais pas plus retenu que ça. J'ai vu Jigsaw. Bon, tout le monde dit que c'est de la merde, moi je me suis pas embêté. Mais voilà, c'est pas le film que je regarderai tous les jours non plus. Et du coup, Spiral, j'en attendais rien du tout. Mais alors, rien du tout. Quand j'ai regardé les trailers et quand j'ai regardé un peu la BO du film et tout, j'entendais du rap. Je me suis dit, bizarre pour Saw. J'aime pas déjà, je crois. Après, j'ai regardé le casting, j'ai vu Chris Rock, qui est un humoriste américain. Je me suis dit, oh, ça va nous faire comme avec, comment il s'appelle, l'humoriste qui est dans Jumanji. Ça va être un one-man show constant avec des réactions qui sont un peu connes. Donc dans Spiral, il y a un peu ça, mais finalement, pas une bonne surprise, mais j'ai passé un bon moment. C'est un film avec une tension constante, un univers assez sympa, un peu crasseux, un peu... Enfin, moi j'ai bien aimé. J'avais peur que ce soit trop comique, comme je vous l'ai dit, avec Chris Rock, mais du coup, pas spécialement. L'histoire est prévisible, mais pas désastreuse, en fait. C'est assez distrayant comme film. La fin est un peu grosse, mais... ça se regarde, en fait. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage qu'ils aient mis moins de gore, moins de scènes de meurtre, etc., que ce soit moins montré à l'écran. D'ailleurs, les scènes de gore sont relativement improbables. Tu te poses quand même pas mal de fois la question comment ils ont installé ça, comment ils ont réussi à accrocher un mec dans un métro souterrain, au plafond, avant qu'un métro passe et qu'il se réveille au bon moment. Comment dans les archives de la police ils ont réussi à installer un piège. C'est un peu gros, mais on se pose pas trop la question en regardant le film en fait. Les personnages sont quand même un petit peu clichés, hein. C'est vrai que c'est l'ambiance d'une enquête policière, donc on dirait qu'on regarde un petit téléfilm, sauf que on a une très très belle mise en scène et les images sont chouettes, sont en plan large, et ça change de ce qu'on a déjà vu sur Saw, donc pourquoi pas. Il y a quelques bonnes idées aussi, le fait de reprendre le pantin de Jigsaw mais version cochon, les masques de cochon qui sont un petit peu plus présents, il y a quand même une identité, il y a quand même quelque chose qui se tient. C'est pas un super film, mais c'est un bon divertissement quand même. Et c'est un film d'horreur correct. Pas forcément bon pour découvrir la saga, mais ça se tient. Film 11. En fait, j'ai fait ça parce qu'on va parler de Deep House. The Deep House, réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury, dans lequel on retrouve les acteurs Camille Rowe, James Yeager et Eric Savin. Parce que c'est un film réalisé par des Français, donc on va mettre Eric Savin. J'y allais avec beaucoup d'engouement. C'est vraiment un film qui m'attirait de par son principe, et mon avis est relativement neutre. J'ai pas détesté, mais j'ai pas kiffé non plus. Bon, en entrant dans le détail, c'est un film que j'ai trouvé très esthétique. Il y a des très jolis décors, même les entre guillemets créatures qu'on va rencontrer dans le film. J'essaye de pas vous spoiler.
sont plutôt bien foutus, c'est assez dérangeant. Mais par contre, le film est quand même assez banal, un petit peu cliché, semble très artificiel. Parce que franchement, une maison sous l'eau, ok, vraiment c'est chouette à regarder. Les plans sont bien foutus et tout. Mais les bougeoirs flottent. C'est du métal, ça flotte pas des bougeoirs pareils. Il y a des chaises, des tables qui sont penchées comme si elles flottaient. Enfin, je sais pas, je suis pas expert en plongée, mais c'est cool ça, non? Pareil, à un moment, spoiler alert, bouchez-vous les oreilles 5 secondes. Les cadavres, on dirait vraiment des mannequins, ils sont tout blancs. Vous pouvez vous déboucher les oreilles. Il y a quelques trucs qui sont illogiques quand même, notamment ça, dans le décor, c'est un peu dommage parce que c'est quand même le seul principe du film, donc c'est de faire croire qu'on est sous l'eau et que la maison a été engloutie, donc je sais pas, enfin moi ça m'a un petit peu sauté aux yeux quand même. Le film est parfois un peu illisible, par exemple le moment où Tina, donc le personnage de la fille, s'en mêle dans les chaînes. Pourquoi? C'est bizarre, ça devient rouge, on comprend pas ce qui se passe, c'est très épileptique et en plus ça n'a pas trop d'intérêt. D'ailleurs on va parler de Tina parce que cette grosse connasse est le personnage le plus détestable au cinéma en 2021. C'est quoi ce genre de personnage qui se plaint tout le long? Petite pensée à toi Laureline, avec qui on a bien rigolé sur le fait qu'elle se plaigne tout le temps, parce que tout le long en fait elle appelle son mec dans le film, elle fait Ben, tu peux venir m'aider pour faire ça? Ben, j'ai peur, Ben, on devrait rentrer. Mais ta gueule! Mais franchement, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un personnage aussi tête à claque dans un film. T'as vraiment envie de lui retirer son masque et de faire ah tiens, tu vas te noyer, connasse! En fait, c'est trop bizarre ce film parce qu'il y a de très bons trucs et de très mauvais trucs. Rien que l'esthétique, si on parle juste esthétique, le film est super beau. La maison sous l'eau est belle, les scènes sont belles, les pièces sont belles, etc. Mais par contre, au début, il t'affiche le titre du film. On dirait que c'est écrit en comics sans MS et que tu l'as fait sur Windows Movie Maker. Je sais pas, ça m'a perturbé. On dirait que, tu sais, c'est un peu un album photo de vacances. Alors, est-ce qu'après, ils ont voulu faire ça parce que c'est des mecs qui font, enfin, des gens qui font des vidéos YouTube d'urbex? Ah, peut-être. Ouais, ok, je me contredis peut-être. Mais c'est dommage parce que ça fait vraiment cheap au début, on regarde ça, on fait... Ouais, avec des musiques très libres de droit quand même. Moi je veux bien qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de budget, mais... En termes d'histoire, s'il n'y a pas grand chose à raconter non plus, à un moment ils te font tiens, on va mettre ça pour dire qu'il y a une histoire, parce que ce serait con qu'il se passe rien à la fin. T'es quand même satisfait qu'il y ait une finalité à ça, que t'aies une explication. Mais alors franchement, ils t'ont torché ça en 3 secondes. Ouais. Et si vous voulez bien rigoler, vous regardez la scène post-générique, qui n'a aucun intérêt, et où on retrouve Eric Savin. Film numéro 12. Putain, on n'est même pas à la moitié de la vidéo, faut que je me grouille moi. La chapelle du diable, autrement appelée... comment ça s'appelle ? Le nom anglais était quand même plus cool, The Unholy, réalisé par Evan. Alors là, c'est parti. Spiliotopoulos, qui est sorti le 7 juillet au cinéma, avec dans le rôle principal Jeffrey Dean Morgan et la jeune s'appelle Cathy Hazelton. Un film qui va raconter une nana entend parler Marie, la Vierge Marie, et de... J'ai pas pété, hein, c'est mon canapé. Et devient... Grosse ambiance. Et qui devient apparemment possédé par la Vierge Marie, qui lui transmet des messages, et qui fait des miracles, etc. Et en fait... Bon, je vous spoil pas, parce que de toute façon, dès la première seconde du film, on sait ce qui se passe, quoi. Qui en fait n'est pas du tout la Vierge Marie, et puis elle est possédée par un autre truc qui se fait passer pour la Vierge Marie. Enfin, vous l'aurez compris, un film qui a une base quand même bien sympa, mais alors qu'il l'exploite pas du tout, au détriment de jumpscares, d'images effrayantes, d'une créature mais qui est pas une seconde crédible. Je dirais une statue qui brûle, et les images de synthèse sont très moches. Pas grand chose à sauver malheureusement.
Je trouve que ce film réunit à peu près tout ce qu'il faut pas faire au cinéma d'horreur aujourd'hui. Même si l'idée de base est sympa, on s'en raccroche à deux trois moments où par exemple la jeune fait marcher quelqu'un qui est en fauteuil roulant, mais alors après en termes d'horreur et en termes de trucs dérangeants, j'ai pas du tout trouvé ça flippant. J'ai trouvé ça même un peu ridicule. Certaines morts sont un peu connes. Le mec qui est pendu, aucun impact. J'étais en train de chercher ce que j'avais écrit, mais mort con. Oui. Les personnages sont pas trop attachants. Jeffrey Dean Morgan dans son rôle, il le joue bien, mais alors, son personnage est relativement détestable. C'est un petit peu du gâchis ce film. Les révélations sont mal gérées. Et c'est dommage parce que l'idée de base était cool, mais encore une fois, faut plaire aux jeunes, faut faire sursauter, faut machin. Je comprends pas qu'ils lancent des projets comme ça et que ça convienne de sortir ça au cinéma alors que c'est aussi bâclé. Film numéro 13. Luca. Donc le film Luca, réalisé par Enrico Casarosa, sorti le 18 juin 2021 sur Disney+. Vous savez ce que j'en pense, qui raconte l'histoire d'un jeune, je sais pas, sirène, enfin un homme atlante ou une créature du lagon ou un truc, enfin un homme grenouille qui a des parents qui l'empêchent d'aller voir ce qui se passe sur Terre et en fait il s'aperçoit que quand il sort de l'eau, il devient totalement humain d'apparence. Problème, quand il est mouillé, il redevient la créature qu'il était sous l'eau. Et du coup, les humains, ils les chassent. En général, ces créatures, ils en ont peur. Et du coup, ça va amener tout un tas de péripéties. Le scénario est relativement banal. C'est un petit peu... Disney, je trouve, ils font un peu toujours le même genre d'histoire, avec un truc très linéaire, mais ils changent le thème. Non pas que ce soit nul, juste, voilà, c'est un truc pas spécialement différent de ce qu'on voit d'habitude chez Disney. Pour autant, le film est très bien, il est très dynamique, diversifié, coloré, il y a plein de choses à voir. C'est amusant, c'est touchant, il y a une belle morale. En même temps, Disney, de toute façon, il faut toujours qu'il y ait une morale, une leçon de vie, ou de tolérance, ou de machin. Je trouve que l'amitié entre Lucas et, je sais plus comment il s'appelle, son pote, qui fait d'ailleurs un peu romance gay quand même, par moment. Je trouve que l'amitié est très bien représentée. Enfin, on a vraiment tout de suite l'impression qu'ils sont potes et qu'ils se connaissent, et c'est bien foutu. Tous les personnages, même le personnage de la petite fille, sont vraiment très attachants et tu kiffes les voir à l'écran. Les images sont vraiment très belles. Je sais pas, le design est très propre, c'est marrant, on dirait vraiment un film enfantin, mais que les adultes peuvent apprécier. Ça fait très du design de films pour enfants, de petites séries qui passent sur Gulli, mais en bien plus travaillé, même en termes de lumière, on voit des reflets, on voit des trucs, c'est très chouette. Mais ça plaît aux adultes et c'est pas parce que c'est un film qui a l'air enfantin que ça m'a empêché d'avoir une petite larme à la fin. Donc ouais, c'est réussi. Disney en général se loupe jamais sur ce genre de film, donc encore une fois, bien joué. Film numéro 14. Les Croods 2. J'avais adoré les Croods 1, j'ai encore plus aimé les Croods 2. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les Croods 2 a été réalisé par Joel Crawford et est sorti, j'ai pas mis la date, donc il y a quelques jours. Pour moi, c'est un des meilleurs dessins animés récents. Bon, je pense que tout le monde ne sera pas du même avis, mais j'aime bien les trucs qui bougent beaucoup, il y a plein de trucs à voir et qui ont des blagues vraiment bien foutues, et c'est le cas. Je me suis tordu de rire du début à la fin, je me suis tapé 5 à 6 fous rires. Les personnages sont complètement débiles, il se passe toujours un truc débile à l'écran. Même si tu te concentres pas sur la blague principale, t'as toujours un animal qui va passer derrière et qui va faire comme ça. Il y a toujours des scènes où t'as une loutre devant qui va popper, qui va loucher, enfin c'est complètement barré. On accepte facilement l'univers barré parce que de toute façon il n'y a rien qui va dans cet univers, c'est super coloré, c'est très créatif en termes d'image, il y a des animaux préhistoriques qui n'existent pas et qui n'existeront jamais, mais qui sont super beaux, super créatifs, c'est inventif quoi. Même en termes de décor, les arbres, les montagnes, tout est très joli, c'est super dynamique, c'est bien mis en scène.
L'histoire pourrait paraître très banale, mais en même temps, je crois que le film a compris que pour des dessins animés pour enfants, grands enfants comme moi, euh, on n'avait pas forcément besoin d'une histoire très 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 compliquée aujourd'hui parce que tout se ressemblait. Donc ça va être très drôle, l'histoire, elle va être torchée en 3 secondes. Ils arrivent à un endroit, les personnages méchants vont dire nous on est méchants, c'est ça notre plan, on va faire ça, on va faire ça, il y a une lumière rouge en dessous et pouf, et tu continues le film et tu sais ce qui va se passer. Mais ça n'empêche pas parce qu'en fait le film ne se concentre pas sur l'histoire mais sur tous les détails qu'il y a à côté, sur tous les trucs auxquels tu t'attends pas du tout. Par le biais de tout ça, il met en scène beaucoup de messages de tolérance sur plein de trucs, sur la famille, sur l'acceptation de soi, sur l'avenir, le développement, le fait de grandir. Il y a pas mal de messages écolos aussi, il y a pas mal de messages pour la défense des animaux, il y a plein de trucs différents. Le film peut paraître vraiment très très con d'apparence, mais sur le fond est très philosophique. Le final du film est complètement dément, c'est totalement improbable. Et quand tu regardes les événements arriver, tu fais oh là 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 là. Mais ça passe très très bien. Il y a un montage qui est dans la surenchère la plus totale, qui est épileptique. Mais qu'est-ce qu'on se sent la gueule. Petite note spéciale pour la grand-mère qui est mais jouissive. Quand elle balance dans le film, moi quand j'étais jeune je vivais toute nue, comme ça, tu fais oh là là, elle est géniale, je l'aime. Mais ouais, les Croods 2, je fais peut-être cette vidéo un peu tard pour que vous puissiez aller le voir au cinéma, mais par contre, regardez-le, c'est vraiment excellent, c'est tordant de rire. Après, si vous aimez les trucs beaucoup plus posés, vous allez pas vous faire chier du coup, parce que ça bouge beaucoup trop, vous allez pas aimer, mais par contre, c'est vraiment très 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 drôle. Pour moi, c'est presque au niveau de Shrek en fait. Faudrait peut-être que je le voie plusieurs fois pour me faire un avis un peu plus poussé, mais Shrek avait plein de messages comme ça, même dans le film, les Croods, à un moment, ils parlent de cul, hein. Tu fais ok. Film numéro 15. On va parler du film Président, réalisé par Anne Fontaine, qui est sorti le 30 juin, donc ça a fait grand bruit partout, j'imagine, n'ayant pas forcément les chaînes de télé à la maison, mais j'imagine que ça a dû passer sur TF1, sur tous les trucs possibles, parce que ça met en scène 2 anciens présidents, sans vraiment dire leur nom de famille, et on sait très bien qui est joué. Les acteurs principaux sont Jean Dujardin et Grégory Gadebois, qui jouent respectivement le rôle de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Mais chut, faut pas le dire pour pas vexer. C'est un film qui avait du potentiel, qui est relativement ironique, mais qui est ennuyant au possible. En fait, c'est un film qui critique cyniquement le monde politique français d'aujourd'hui, un petit peu comme une guerre d'ego, plus qu'une guerre d'idées. C'est vraiment des personnages qui vont se ridiculiser par tout ce qu'ils font et qui vont, entre guillemets, ridiculiser tout l'univers politique français qu'on connaît. Malheureusement, pour moi, c'est un film beaucoup trop d'auteur qui n'arrive pas à captiver, qui a des grosses lenteurs. Les acteurs s'en sortent très bien, mais le jeu est très très froid. Les scènes potentiellement comiques, pour être comiques, sont beaucoup trop poussées, beaucoup trop longues. Là, le moment où Sarkozy n'arrive pas à dire, je sais plus, Europe Écologie Les Verts. Ouais, la blague elle dure 3-4 minutes. Alors, pourquoi il y avait besoin d'appuyer ça? On sait pas. Les images en général sont très banales. Il n'y a pas grand chose à voir, ça se passe juste dans la campagne. Je sais plus où ils sont, dans la Creuse ou un truc comme ça. Enfin, peu importe. Enfin, c'est pas beau à voir, il n'y a rien de particulier. C'est la campagne, quoi. La fin du film, je vais pas spoiler, mais voilà. C'est un petit message très mal lancé d'ailleurs, qui dit clairement qu'il faut qu'on soit gouverné par une personne qui soit honnête. Ouais, c'est ça, une personne qui soit honnête et juste, et en fait qui différencie un peu la politique que d'être gouverné par des vieux croutons qui ont peur de sombrer dans l'oubli et qui se perdent dans leurs idées et qui sont à la fois de gauche, de droite et de tout, quoi. Enfin, c'est un peu ça le message du film, mais c'est mal amené, c'est pas trop intéressant. À la base, il y a plein d'idées qui sont intéressantes, mais elles sont mal amenées, elles sont lisses, et on décroche très très vite, et on se fout relativement pas mal de l'histoire. Donc je vous conseille pas Président. Numéro 16.
Spontaneous ou Adolescence explosive, un film dont on n'a pas trop entendu parler en France, réalisé par Brian DeField, qui est sorti le 10 décembre 2020 en VOD. Peut-être vous avez vu des extraits, parce que dans la bande-annonce, on voit des gens qui explosent littéralement, pour rien. Et par-dessus ça, en fait, on va suivre du coup une classe de lycéens qui a été infectée par un pseudo-virus et qui fait exploser les gens, on ne sait pas pourquoi. Mais pas en même temps, et chacun attend son tour. Dans le rôle principal, on va trouver Catherine Langford, que je déteste. Me demandez pas pourquoi. Je l'aime pas, c'est tout. Je trouve... elle ramène rien dans un film. Pourtant, elle joue pas mal, mais... je sais pas, sa tête, elle me dérange. Sa façon de jouer, ça me dérange. Et c'est toujours des espèces de films pour adolescents. Par exemple, je trouve dans le film À couteau tiré, qui était vraiment sympa... quand c'est elle à l'écran, je sais pas, elle m'énerve. C'est un film qui essaye de se démarquer par son événement central, qui est certes surprenant, mais pas spécialement poussé, et on tombe très vite dans une romance pour ados, avec quelques trucs ironiques, mais voilà. C'est une amourette cynique assez sympa, mais qui reste très cucu. Il y a quelques scènes de traumatisme qui sont bien foutues parce que le fait de voir exploser ses potes, c'est un petit peu dérangeant. Il y a quelques passages assez ironiques qui sont sympas, mais je sais pas, moi je trouve que ça va pas plus loin qu'un film pour ados de base. Ça fait un peu un sex education nul. Alors pour moi, le film a été gâché en fait par l'actrice principale, par les musiques qui sont... On dirait vraiment... dans ce genre de film, il y a vraiment une playlist de musique basique de films pour ados. Tu mets ce genre de musique en aléatoire comme ça, sans voir de film, tu te dis, là, ça doit être dans une université, dans un film. C'est exactement ça. Et puis le côté très film, Netflix, le récit basique, ça rend vraiment le récit un peu con. Et en plus, on n'a pas le fin mot de l'histoire, donc... sur la forme, ouais, sur le fond, pas du tout. On va parler maintenant du film Freaky, réalisé par Christopher Landon, Christopher, qui est sorti le 23 juin de cette année, dans lequel on retrouve Vince Vaughn. Putain, mais pourquoi ils ont tous des noms compliqués? Vaughn. Vince et Catherine Newton. C'est l'histoire de... une fille dans un lycée qui se fait poignarder par un tueur en série, sauf que le tueur en série a utilisé un couteau Maya qui est envoûté et qui fait que les deux personnalités vont s'inverser. Donc la fille va se retrouver dans le corps du monsieur et le monsieur va se retrouver dans le corps de la fille. Et ça va amener tout un tas de situations complètement pétées qui vont se dérouler comme ça, et vous imaginez bien ce que vous allez voir par la suite. Étonnamment, je trouve que c'est un très bon film. De toute façon, le réalisateur, moi, il m'avait beaucoup plu, notamment quand il a sorti le premier Happy Birthday. C'est des slashers très basiques, mais qui sont réussis, avec une intrigue sympa, avec des scènes très sympas. Et là, faut dire que le film est vraiment fun, il est dynamique, il est gore, il est très rythmé, il y a des bonnes musiques, les acteurs, ils s'éclatent dedans. Même si parfois c'est très stéréotypé, c'est un petit peu le but d'un slasher. Les acteurs, on voit qu'ils se donnent à fond, ils jouent leur rôle à 200%. Je trouve que c'est enfin la recette Blumhouse qui fonctionne. Parce que Blumhouse essaye de faire ça dans les 3/4 de ses films maintenant, action, vérité, dans des trucs un peu... voilà. Ils essayent de mettre des blagues à la con et mettre de l'horreur, sauf qu'ils n'arrivent jamais à trouver un juste milieu pour rendre crédibles les films. Là, je trouve que, Balek, le principe est complètement bizarre, est complètement pété, on va faire un truc complètement pété qui s'y donne à fond, et ça marche et on s'ennuie pas une seconde. L'histoire est débile mais crédible, les morts sont complètement dégueulasses, on voit presque tout, c'est bien foutu, donc c'est un petit kiff. Pas à regarder 30 fois, mais alors par contre en soirée entre potes, je pense que vous serez pas déçus du tout. Pardon, je suis allé boire un coup parce que ça va faire 1 heure que je parle tout seul devant mon téléphone, voilà. Film 18. Palm Springs, réalisé par Max Babakow. Sorti le 12 février 2021 sur Amazon Prime.
avec, dans le film, Andy Samberg, Christine Qu'est-ce que j'écris Milioti et J.K. Simmons. L'histoire, c'est un mec qui est coincé dans une boucle temporelle, va y attirer une fille d'une façon improbable, et il va se passer tout un tas de trucs improbables, et ils sont barrés tous les deux, et du coup ça va donner un film improbable, mais complètement jouissif. On regarde pas du tout le film pour l'histoire, on regarde le film pour qu'est-ce qu'ils vont faire, et pour l'alchimie entre les personnages qui, visiblement, s'éclatent à mort. Les situations dans le film sont plus drôles les unes que les autres, et j'adore la relation entre les deux personnages principaux. Ça fonctionne du tonnerre, ils sont très cyniques, ils sont très ironiques, ils ont un humour que j'adore, ils se mettent des caisses, ils prennent de la drogue, ils font... Et c'est servi par un montage qui met vraiment ça en relief, et c'est énorme. C'est typiquement pour ça que j'aime bien Amazon Prime et d'autres choses que Netflix, parce qu'on dirait que Netflix a un cahier des charges un peu lourd, et je me dis que si Netflix avait ce scénario-là, on n'aurait pas du tout eu le droit à ce film-là. Et pourtant, il est vraiment excellent. Numéro 19. Maintenant, on va parler du film Signe, réalisé par M. Night Shyamalan, qui est sorti le 16 octobre 2002. Oui, j'ai un petit train de retard. Dans lequel on retrouve Mel Gibson et Joaquin Phoenix, très jeune d'ailleurs. C'est un film qui va parler, si vous ne le connaissez pas, de tracés dans des champs de maïs faits potentiellement par des aliens. Et il y aurait une petite montée en tension et on va découvrir que oui, il y a bien des trucs autour de la maison et autour de la ferme. J'adore M. Night Shyamalan, j'aime beaucoup ce qu'il a fait très récemment, The Visit, Glass, Split, Incassable, The Village, je suis moins chaud, Phénomène aussi, enfin, il y a toujours un cinéma qui m'a partagé. Signe, je sais pas si c'est parce que ça a mal vieilli, mais j'ai eu vraiment du mal à accrocher. Je trouve que le film est très froid et il y a une ambiance très particulière, pas forcément justifiée. C'est un film certes assez banal aujourd'hui, parce que ça va rentrer vraiment dans les clichés des trucs aliens. Enfin, peut-être qu'à l'époque ça n'avait pas forcément été adapté au cinéma, et du coup, enfin en tout cas du côté horreur et angoisse, donc du coup ça a dû marcher à une époque. Mais je trouve qu'aujourd'hui ça a un peu mal vieilli et c'est... ouais, très lisse quoi. Le jeu d'acteur est assez plat et ouais, vraiment on a l'impression constamment qu'il y a quelqu'un qui est mort et que personne veut se parler et que quand ils se parlent, ils se regardent droit dans les yeux en mode voilà. Puis ils partent et je sais pas, il y a une ambiance trop étrange qui est pas du tout justifiée. Ce que j'ai aimé, moi, en fait, c'est quand le film se concentre sur le mystère des aliens. Quand on entend du bruit, qu'on va sortir dehors, on va juste voir les champs de maïs bouger. Ou en fait, à partir du moment où on voit pas les aliens, c'est cool. Par contre, le final, je vous raconte pas la scène parce que c'est censé être le climax. Mais on voit un alien et il bouge pas, quoi. Enfin, il fait rien de spécial. C'est un film intéressant dans ses non-dits, alors relativement oubliable parce que il se passe pas grand chose et c'est quand il se passe des trucs c'est mal fait ou un peu trop étrange. Ouais, j'ai pas plus kiffé. Contrairement à Old, le 20e film. Old, le film aussi réalisé par M. Night Shyamalan, qui est sorti cette année, donc le 21 juillet. Et là, c'est un autre délire. On voit que le réalisateur, il essaye de se diversifier et a appris un petit peu de ses erreurs. Dans le film, on va retrouver Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus... oui, c'est ça. Rufus Sewell et Alex Wolff. Pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, je pense que vous n'avez pas forcément dû passer à côté parce que le principe est assez sympa et ça a dû faire parler. C'est des gens, une famille qui va sur une plage et qui se retrouve bloquée sur la plage, a pu pouvoir sortir et qui vieillit beaucoup trop vite. Une vie passe en 48 heures et les gens vont tomber petit à petit et ça va induire un peu tout ce que la vieillesse trop rapide a à proposer. C'est un film avec un concept très intéressant, on a des scènes de tension vraiment très réussies, de très bonnes idées, mais
au détriment du fait que les personnes vieillissent vraiment pour arranger le scénario. Le film en lui-même, même s'il se concentre pas sur le visuel et que sur les réactions, sur l'ambiance, sur les sentiments qu'on peut avoir face aux situations, le film, vraiment, on va vraiment être dérangé devant le film parce qu'on a l'impression que les personnages vieillissent un peu quand le réalisateur a envie qu'ils vieillissent. Je dirais pas que c'est pas super dérangeant, mais si en fait. Parce que moi j'ai adoré le film, vraiment, j'ai vraiment kiffé de bout en bout, mais il y a quand même des moments où on se dit oui, mais pourquoi lui, il a rien là? Et pourquoi lui, il a rien? Ah bah tiens, c'est bien, à la fin, vous, oui, mais pas au début. Mais pourquoi? Et c'est un peu ça tout le long du film, donc on se pose beaucoup trop de questions, et c'est un peu chiant, mais bon, heureusement le film se rattrape quand même sur une chronologie d'idées, même si ça fait on avait une liste d'idées, euh, c'est quand même bien foutu, il y a une tension qui est palpable, et une folie qui s'installe vraiment petit à petit dans le récit, où on voit les personnages partir dans la démence des vieux, partir dans certaines pathologies qu'ils avaient dans leur vie d'avant, enfin, des trucs qu'on ne soupçonnait pas forcément, par exemple avoir Alzheimer, par exemple avoir une scoliose, par exemple, enfin vraiment des trucs qui juste avant ça posait pas trop de problèmes, mais là le fait que le temps passe beaucoup trop vite, ça accélère tout, et il y a des scènes où la musique est vachement rythmée, et on voit tout le monde faire des trucs de son côté, la caméra tourne dans tous les sens, tu fais oh là là, ils commencent tous à devenir dingues en fait. Et le film réussit vraiment très bien ces choses-là. Malgré tout, on aimerait bien en voir plus, mais le réalisateur a décidé de pas tout nous montrer. Il y a des scènes de tension qui sont vraiment induites. Par exemple, la scène de l'accouchement. La musique va vraiment aider à ça, mais la scène de l'accouchement, on va avoir vraiment la caméra qui arrive sur la personne qui accouche et qui va se tourner, on va entendre des cris, des trucs, on va voir tous les personnages, oh mon dieu, et elle va se retourner pour nous montrer un truc beaucoup moins visuel, mais bien plus horrible sur son concept. Et c'est là qu'ils vont réussir à instaurer la tension. Pareil, il y a un truc, j'essaye de pas trop vous spoiler, mais avec une maladie cancérigène. Et cette scène-là, bah, on n'en voit pas beaucoup. On voit juste les gens faire qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis toi, t'es là en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quand tu le sais, tu fais ah, c'est horrible. Pareil, la scène qu'on voit dans la caverne, là, dans la bande-annonce, où il y a les deux jeunes qui reculent et qui voient un truc et on sait pas ce que c'est. Bah, quand on sait ce que c'est super dérangeant. Vraiment, le film va axer le côté, les réactions des personnages plus que le visuel qui nous saute à la gueule ou qui nous montre exactement ce qui se passe. L'horreur, je trouve, est vraiment très bien gérée. C'est un film, encore une fois, d'ambiance, ce que fait relativement souvent M. Night Shyamalan. Il faisait pareil avec The Visit, par exemple, avec les grands-parents qui étaient complètement dingues. Il y avait beaucoup de trucs suggérés, beaucoup de trucs qui étaient sur le on-dit. La résolution du film est très sympa, même si un peu grosse, on le voit venir et on trouve pas ça forcément réaliste. Pour autant, c'est un final correct qui pose les choses, qui te dit voilà, ça vient de ça. C'est pas un gros retournement de situation, mais c'est correct et voilà. Je sais que ça va rebuter vraiment pas mal de personnes, mais moi j'aime bien ce genre de film et le concept est quand même relativement bien géré, les idées sont assez cool, donc je vais pas vraiment lui en vouloir, et je sais que je le regarderai avec grand plaisir, donc je vous le conseille, il est encore au cinéma, si vous avez l'occasion, allez-y. 21e film, et alors là on s'attaque à quelque chose que j'ai pas du tout aimé. Space Jam Legacy, ou une nouvelle ère, ou je sais pas trop quoi, de toute façon ils traduisent toujours comme des cons, réalisé par Malcolm D. Lee, sorti le 21 juillet, dans lequel on va retrouver LeBron James et Don Cheadle. Vous connaissez Space Jam, bah c'est la suite, avec un autre acteur, avec un autre truc, enfin ça reprend un peu les mêmes codes que le premier. Moi j'ai pas grandi avec, enfin, je l'ai pas vu, je crois le premier, enfin, si j'ai dû le voir mais une fois, et ça m'avait pas marqué, donc j'ai pas ce côté nostalgie, et je trouve que ce serait bien d'arrêter avec la nostalgie des vieux films, parce que les sortir aujourd'hui, bah, y a plus trop d'intérêt, hein. Je l'ai dit tout à l'heure avec The Craft, hein, c'est sortir des vieux films aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité, les gens ça les intéresse beaucoup moins, et bah, je vois que là le film se fait défoncer. À part visuellement, il propose des trucs nouveaux et chouettes, c'est pas intéressant, et les seuls trucs qu'ils font pour nous donner envie de regarder le film, c'est
une publicité constante pour tout ce que la Warner produit, c'est-à-dire Harry Potter, Game of Thrones, les Looney Tunes, enfin tous les films Warner, Scooby-Doo, King Kong, enfin voilà, vous voyez le tableau, Godzilla, machin, on va vraiment avoir un panel de personnages dans le film et de détails de tout ce que la Warner a déjà produit. Ça fait un petit peu un Ready Player One, mais version AliExpress, parce que c'est pas justifié, c'est pas intéressant. Même si j'ai pas trop aimé Ready Player One, il avait quand même l'avantage d'intégrer son univers avec toutes ses références dans le scénario. Là, tous les monstres et tous les machins qu'on voit débarquer, en fait, ils regardent juste un match de basket et je sais pas, je trouve le principe un peu con quand même. C'est pas. Déjà, le basket, je m'en fous. Bon, certes, ils changent un peu les règles et tout, mais. Est-ce qu'on a besoin de faire un remake de ça aujourd'hui ? Visiblement non, parce que le film fait un petit bide quand même. Après, je dis pas, visuellement, on s'ennuie pas, il y a plein de trucs, il y a plein de couleurs, c'est très beau, c'est très créatif. Mais c'est tout. On a vraiment l'impression de regarder une longue publicité avec Warner qui dit « Regardez, on sait faire tout ça !» Oui, mais les pubs, il y en a déjà bien assez partout. Faites des trucs qui disent pas que vous faites tout ça. C'est même le principe d'une pub. Et si on parle pas du visuel, le film a un scénario très basique qu'on a déjà vu 8000 fois avec un père qui veut que son fils ait la même passion que lui. Donc là, pour le basket, évidemment. Le gamin est fan de jeux vidéo, donc ils vont un peu mélanger les deux. Mais alors d'une façon très conne et... Il n'y a pas d'intérêt à ce qui se passe en fait, c'est du déjà vu, c'est... Je sais pas vraiment ce que la Warner a tenté de faire avec ça. C'est juste un coup de pub ou pas, j'arrive pas à comprendre moi. Mais voilà, pour moi j'en suis resté à un film qui n'a aucun moment de grâce et qui fait quand même 2 heures, plus de 2 heures. Ouais. Film numéro 22. Kaamelott, premier volet. Alors sortez les boucliers parce que là je vais me faire des ennemis. On va me lancer des lances, des flèches, des épées en pleine gueule. Donc Kaamelott, premier volet, réalisé par Alexandre Astier, sorti le 21 juillet 2021, qui... Qu'est-ce qu'il raconte ce film d'ailleurs ? Ah oui. Vous voyez comme ça m'a marqué. Qui raconte que, en gros, si j'ai bien compris, à la fin des séries qui passaient à la télé, le personnage de Arthur, joué par Alexandre Astier justement, en a eu marre, s'est barré de Kaamelott et... il a fait n'importe quoi et il veut s'éloigner de tous ces cons. Et dans le film, tous ces cons vont essayer de le retrouver et de faire en sorte qu'il reprenne le royaume qui a été gouverné par son frère, Lancelot. Je ne sais même pas si c'est son frère, je ne me suis pas trop intéressé. Et du coup, petit à petit, il va revenir au royaume, il va aller chercher l'épée d'Excalibur et puis il va se passer tout un tas de choses. Alors, calmez-vous, parce que vous êtes vraiment bien excité du gland avec ce film quand même, hein. Franchement. C'est un film qui va plaire presque que aux fans. Je trouve que les fans de ce film défendent injustement un film comme ça, qu'ils considèrent comme un chef-d'œuvre, alors que c'est pas du tout un chef-d'œuvre, c'est une réalisation très banale. On a vraiment l'impression qu'on ne doit pas dire du mal de ce film parce qu'il a été difficile à produire, que Astier a fait ça par ses propres moyens. Mais pour moi, Astier, c'est pas le génie ultime en fait. Il fait des trucs sympas, certes, je dis pas, j'ai rien contre ce mec et j'ai rien contre ce qu'il a fait. Il a une bonne patte dans l'écriture des dialogues, dans l'écriture de ses personnages, c'est bien pensé, c'est bien fait, c'est très drôle, enfin moi ça me fait rire en tout cas. Dans tout ce qui est comique, il y arrive plutôt bien. Mais alors par contre, la réalisation est très 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 banale. Et là, le problème qui va se poser avec ce film, c'est qu'il est très très drôle dans sa première partie, mais alors se perd dans un truc mélodramatique, sans rythme, pas très très bien filmé, et plutôt pas intéressant si on ne connaît pas la série. Ce que je ne rejette pas, mais pour moi, un film devrait se suffire à lui-même. C'est pas parce qu'il est accroché à une série qu'on ne devrait pas le comprendre. Moi, devant le film,
J'étais devant, je fais oui, mais bon, les personnages, je les connais pas tous. J'ai regardé la série, je trouvais ça rigolo, mais j'ai pas suivi. J'arrive devant le film de bon cœur, hein, vraiment, j'y suis allé, j'avais envie de le voir, je me suis dit, je vais me fendre ma gueule. Alors par contre, si on connaît pas la série, on est quoi? On n'est pas dans l'élite des gens qui aiment Astier, dans l'élite des gens qui adorent Kaamelott. Et je sais pas, il y a une aura trop bizarre autour de ce film et de cette série où si t'as pas regardé la série, bah tu peux pas comprendre, t'as un avis qui compte pas. Bah, bien sûr que si, je suis un spectateur lambda certes, mais pourquoi ça m'empêcherait d'apprécier un film en fait? Pourquoi je devrais pas avoir d'avis parce que j'ai pas vu la série? Pour moi, c'est vraiment un film qui met de côté le spectateur random en fait. Comme je vous ai dit, j'ai bien rigolé aux scènes drôles, mais j'ai pas forcément bien cerné l'histoire, cerné ce qui se passait. Il y a des très très bonnes blagues, hein. Il y a des phrases, c'est obligé, ça va être culte. Mais alors par contre, moi je trouve qu'à partir de la seconde moitié du film, donc de 1 heure de film, alors tout le reste c'est du mélodrame mal foutu. Parce qu'il se veut épique le film, il y a le moment où il retire l'épée, gna gna gna, il y a du ralenti. Mais tout ça pour qu'Astier prenne l'épée et il fasse voilà, j'ai l'épée. Alors pourquoi tu fais un ralenti? Il n'y a même pas d'effet comique en fait, c'est juste voilà. Tu te demandes en fait pourquoi il se passe tout ça. Sur la fin, quand ils attaquent le château, qu'il y a des trucs. Enfin, il se veut épique, mais alors par contre, il a une réalisation très plate et très. Enfin, je sais pas, on dirait des étudiants en cinéma qui ont filmé et. Comme je vous dis, j'y allais de bon cœur. Hein. Mais je sais pas, je me suis fait chier à la fin. Et j'étais avec mon meilleur pote, et puis à un moment, je le regarde, je dis, je sais pas, ils peuvent pas faire un truc dans leur film là, à un moment, parce que c'est quand même vachement long pour 2 heures. En fait, je comprends que les gens aiment le côté blague et tout, le côté scène de ménage avec des scènes qui n'ont pas forcément grand chose à voir les unes avec les autres, mais qui mettent en scène des personnages complètement débiles et qui ont des répliques excellentes. Mais alors, je comprends pas comment on peut défendre autant de banalité en termes de réalisation. Donc bon, vous l'aurez compris, moi à Kaamelott, j'y allais enthousiaste, j'ai trouvé ça mou. Peut-être je le regarderai, en tout cas la première heure, parce que j'ai bien rigolé quand même, j'ai 2-3 petits fous rires quand même. Mais alors, calmez-vous franchement avec ce film, ça va. C'est un film, hein, c'est pas un parti politique. Film numéro 23. Alors là par contre, j'ai beaucoup plus aimé. The Suicide Squad, réalisé par James Gunn, sorti le 28 juillet 2021, avec comme acteur Idris Elba, comment elle s'appelle, Margot Robbie, quelques acteurs de l'ancien Suicide Squad, et plein de nouveaux et plein de caméos, dont Pete Davidson, que je trouve relativement canon, mais qui reste pas très longtemps dans le film malheureusement. Pour ce qui est de l'histoire, comme le 1, mais dans un autre univers. Je pensais vraiment que ça allait être un film qui allait rejeter le premier film et genre vraiment un remake. En fait, pas du tout. C'est la suite. Ils te reprennent au début 2 minutes pour te dire ouais, bah on reprend exactement le même principe du début. Il y a l'autre, la black là, qui nous dirige, c'est la méchante. Elle fait ça, elle est encore plus vénère maintenant. Et il y aura tel personnage, voilà, vous connaissez le contexte, allez, c'est parti. Et le film te lance tout de suite dans l'histoire. Histoire qui se veut un petit peu. Alors, je ne sais même pas si je vais me faire chier à la détailler, mais en gros, c'est une île qui s'appelle Corto Maltese. Il y a un putsch, voilà, le président est mort, va être changé, et c'est une sorte de dictateur qui le reprend. Et en fait, sur cette île, il y avait les nazis à une époque qui avaient créé une tour dans laquelle ils avaient fait le projet Star, je sais pas quoi, Starfish, je crois. Et on ne sait pas trop ce que c'est, et puis on va le découvrir petit à petit parce que le nouveau dictateur va vouloir faire peur aux Américains, faire peur au monde en disant ah, nous on a une grosse arme et voilà. Et le but en fait de la Suicide Squad, c'est d'aller au milieu de tout ça et de péter la tour, etc. Au début, je me suis vraiment demandé si j'allais aimer le film parce que c'est quand même bien différent de ce qu'avait pu faire le premier film. Je suis pas rejeté le premier film, moi. J'avais plutôt bien aimé, même si, bon, la fin, ça fait très
3D, 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 sans trop de justification. J'avais bien aimé le côté un peu rap du premier film. Alors, moi, dire ça. Mais ouais, c'est vrai que l'introduction des personnages pour le premier film, ça se faisait sur du rap, sur des trucs très psychés, avec plein de couleurs, avec... Moi, j'ai trouvé ça très joli. La BO du premier film était très sympa. J'avais pas détesté, moi j'avais pas compris pourquoi tout le monde avait dit ah c'est de la merde. Bon certes c'est pas le film de l'année mais premier Suicide Squad, moi voilà, pas eu trop de soucis avec. Mais pareil, le côté Joker de Jared Leto, mais il était bien. Bon, ça lui allait bien ce côté avec les dents en diamant, avec... on le voyait pas, je sais, c'est peut-être ça qui est déçu, mais... Et c'est comme Kaamelott, hein, calmez-vous les fans de comics, putain il y a un moucheron. Calmez-vous. Et du coup, le deuxième film est beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus drôle, beaucoup plus fun, bien mieux fait, il faut que je l'avoue. J'ai noté, assez fun, une réussite épique et comique. Celui-ci est bien plus rock, rythmé, le montage est relativement étrange, ça c'est pas faux, parce qu'au début du film, enfin même tout le long du film, il y a des moments où ils vont te lancer une musique trop épique, nanana, et puis ça va couper d'un coup, et ça va passer totalement à autre chose. Et tu fais ok. Il y a plein de scènes qui ne servent à rien, notamment celle avec le King Shark là qui voit les méduses dans l'aquarium. En plein milieu de nulle part, t'as ça. Et c'est très drôle. Et c'est bien foutu, ça a son style, James Gunn a son style. Moi j'accroche. Ouais, ça peut pas faire kiffer tout le monde, parce que c'est vrai qu'il a un humour à la Deadpool quand même. Avec des fois des blagues vraiment trop poussées. Genre le coup qu'on voit dans la bande-annonce avec la plage de bites, ou alors pourquoi on mettrait des bites sur une plage et tout. Ouah, non, pourquoi personne dirait ça, enfin, arrêtez. Et finalement, bon, dans les bandes-annonces, il y a quand même beaucoup l'humour nul, pour dire ah, le film est trash et tout. Dans le film, c'est quand même plus subtil. Il y a un running gag avec la mère d'un des personnages. Faut voir le film pour comprendre. Mais alors le final de cette blague, parce que ça revient tout le long du film. Mais alors le final de cette blague, t'es devant l'écran, tu fais oh mon dieu, c'est trop bien. C'est con, mais c'est trop bien. Il y aura plein de trucs qui cassent le rythme du film, mais bon, c'est le style de James Gunn. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi je trouve ça plutôt bien et finalement ça s'intègre bien dans le film. Les personnages sont étonnamment très attachants, et presque tous. Vraiment, ouais. À part peut-être le personnage de John Cena. D'ailleurs, arrêtez de mettre des catcheurs au cinéma. Moi, je trouve qu'il dégage rien du tout. John Cena, je l'aime pas du tout. Et je le vois dans de plus en plus de films et ça me... Non. On a déjà The Rock, c'est cool. Non, arrêtez. Mais ouais, tous les personnages sont relativement attachants. Alors, gros kiff pour Ratcatcher, donc la fille qui contrôle les rats, qui est touchante, qui a une histoire qui est d'ailleurs très bien amenée. Qui a une façon de faire, une gentillesse, une émotion particulière. Elle se lie d'amitié avec King Shark, le gros requin, qui bizarrement pareil m'a autant touché. Ils sont mignons tous. King Shark il découvre les choses de la vie, il a jamais eu de potes et tout. Enfin, je trouve que le développement des personnages est vraiment bien pensé. Idris Elba qui joue, qui joue le mec qui lance des trucs et qui tire très bien de sniper ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus du nom. Mais Idris Elba, bon, j'aime pas plus que ça, mais ça va. Harley Quinn a très bien été écrite, vraiment le personnage de femme fatale complètement barré. Mention spéciale pour la scène où ils veulent la délivrer de sa prison, là où elle est capturée par la mafia, où elle fait tout par elle-même, et puis quand elle sort, elle croise toute l'unité spéciale de la Suicide Squad qui vient la chercher, elle fait « Hello !» Non, elle fait « Hola !»« Bah je suis sortie, vous faites quoi ?»« Ah bah on est de chercher. » Tada. Je trouve cette scène très drôle. D'ailleurs, cette scène a un beau moment de bravoure avec les images avec les fleurs. Quand on regarde la bande-annonce, on se dit comment c'est possible qu'il y ait des fleurs comme ça derrière elle. Et la scène est vraiment super stylée. Pareil pour la scène avec King Shark et les méduses, là, c'est très joli finalement. Il y a un code couleur qui est très chouette. Vraiment rouge, vert, jaune, blanc. Enfin, un truc bien particulier qui colle très bien au film et à l'action qui s'y passe. L'action est très bien gérée, les effets spéciaux sont impressionnants au possible, il n'y a presque pas de trucs mal faits. Enfin, vraiment, tout est bien filmé.
Il y a beaucoup d'effets réels, d'effets spéciaux en vrai. Enfin, vraiment, c'est impec, quoi, à regarder. Le final pourrait paraître très ridicule, mais finalement, je sais pas, je l'ai trouvé quand même pas si mal foutu, bien géré, et c'est beau, quoi. Enfin, il y a plein de trucs à voir. Et j'ai beaucoup aimé la seconde petite intrigue, pour ceux qui ont vu le film, le côté avec la disquette. Je sais pas, je trouve que ça fait un petit retournement de situation qui manque à certains films, et là ça donne un truc différent, quoi. Donc vraiment, The Suicide Squad, belle surprise, on n'en a pas trop parlé, mais ça c'est au ciné en ce moment, si vous avez l'occasion, allez le voir. Il fait plus de 2 heures, mais on les voit pas passer, enfin du tout. Donc allez kiffer et redites-moi. Allez, plus que 3 films. Je commence à avoir mal au dos. Film numéro 24, Jungle Cruise, réalisé par... C'est quoi ça encore ce nom? Joan Colette Serra. Voilà. Sorti le 28 juillet 2021, qui reprend une attraction qui a été faite au Disney aux États-Unis, qui s'appelle Jungle Cruise, et c'est un tour en bateau dans une jungle. Il y a plein de petits événements qui se passent sur la jungle, sur les dangers de la jungle, sur les machins comme ça. Et un peu à la façon de Pirates des Caraïbes avec l'attraction de Disneyland Paris, ils ont décidé de faire un film sur ça, un film d'aventure relativement correct où 2 aventuriers vont aller chercher la la larme de lune, donc, qui est une pétale d'un arbre qui est censé guérir tous les maux du monde. Ils vont aller chercher ça dans une aventure un peu à la Benjamin Gates, à la Pirates des Caraïbes, à la momie. Enfin, c'est vraiment un mélange de tous ces films d'aventure version époque coloniale. Bon, alors qu'on mette les bases. Le film n'est pas mauvais, mais j'aime pas ce genre de film. Donc, je suis pas objectif. Mais si j'étais objectif, je dirais que les acteurs sont à fond, ils jouent bien. C'est très Disney, avec des musiques en fonction des actions, etc. Ça reprend beaucoup les codes des films d'aventure, avec des musiques qui partent dans tous les sens, avec des animaux sauvages partout, avec des gens déguisés en époque coloniale, quoi, avec des tribus tribales, avec des serpents, des trucs comme ça. C'est pas mon kiff, je vois pas trop d'intérêt à ce genre de choses. Des bateaux qui sont à 2 doigts de tomber sur une chute d'eau ou des trucs comme ça, on s'est déjà vu et moi j'aime pas. Après faut dire que c'est pas mal fait, que l'action est bien gérée, que c'est très sympa, mais pour moi c'était très long. C'est vrai que 2h10 de ça tire un poil long. Heureusement qu'à un moment, il y a du surnaturel qui arrive, d'ailleurs avec une musique de Metallica, dans un Disney, mais qui passe très très bien, qui rend l'action vraiment très chouette, très intense, très épique. C'est juste un passage, mais c'est très très beau. Et puis à partir du moment où il y a du surnaturel, déjà on commence à un petit peu plus kiffer. C'est vraiment un film qui est comparable à beaucoup d'autres. L'histoire est assez inintéressante, on voit tout venir. Mais après, c'est pas désagréable non plus. On sort du ciné avec un petit smile parce qu'on a vu un truc feel good et voilà. Mais je sais pas si je le reverrai. Certainement. Je sais pas. Mais allez le voir, c'est un bon film familial. Ah oui, d'ailleurs, arrêtez d'emmener vos enfants qui ne tiennent pas en place 10 minutes devant un dessin animé Gulli, devant un film de 1h10 au cinéma où il y a d'autres gens qui écoutent autour, s'il vous plaît. Parce que moi je vais finir par faire un meurtre un jour, puis après je vais passer dans le progrès et j'aime pas trop ce journal, donc... Film numéro 25, American Nightmare 5. Je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les American Nightmare parce que ils sont tous tellement différents. Il y a quelque chose à dire sur chaque film. Et alors le 5... American Nightmare 5 sans limite, moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première, mais il sort le 4 août 2021, je ne vous le conseille pas une seconde. Il a été réalisé par Everardo Gut. Ok. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que c'est un téléfilm. Déjà, moi j'avais pas trop kiffé la série de La Purge, parce que... tant de gâchis. Tant d'idées pour filmer les gens en gros plan avec des scènes d'action très banales.
J'ai vraiment trouvé que American Nightmare 5 c'était un téléfilm, il n'y a pas une seule image marquante. C'est une série B très très mal foutue, on voit que le réalisateur n'a aucune idée. Mais putain, donner la franchise à des réalisateurs qui ont envie de faire quelque chose avec, qui ont envie de montrer des scènes de violence, qui ont envie de montrer des scènes de tension. Là, la purge comme ça, en plus sans le contexte de la purge, parce que c'est la purge sans limite, c'est après la purge, les gens ils se donnent le droit de tuer. Donc déjà on n'a plus le contexte de la purge, c'est tout de suite moins angoissant, mais alors s'il n'y a pas une idée pour faire en sorte que le récit suive, eh ben, non. On voit tout venir dans le film et c'est très mal fait, rien que les scènes dans la ville où il y a de la fumée, des trucs comme ça, c'est tout trop artificiel, on dirait que c'est vraiment des amateurs qui ont fait ça avec Adobe After Effects et c'est dégueulasse. Et je trouve ça extrêmement dommage qu'il n'y ait même plus un seul masque stylé, parce que faut quand même qu'on se dise, la franchise American Nightmare, c'est une franchise qui a lancé tous les masques d'Halloween possibles depuis toutes les dernières années. Là, les masques avec les trucs qui clignotent, les trucs lumineux, les masques avec les visages qui sourient, les masques des présidents des États-Unis. Enfin, ça, c'est des trucs qu'on voit tout le temps à Halloween dans les magasins et tout. Alors, ça se base vraiment sur des masques, sur des personnages originaux, même s'ils font pas grand-chose dans la... Par exemple, je prends American Nightmare 3 avec les trucs des présidents américains. Les personnages font un truc, mais c'est complètement nul. Mais par contre, la scène est marquante. Alors pourquoi dans, par exemple, American Nightmare 5, on n'a pas un masque qui ressort plus qu'un autre? Là, c'est juste des mecs qui sont peinturlurés vite fait. On n'a même plus la base de la franchise. C'est-à-dire les masques et la nuit de la purge. Donc, putain, mais ayez des idées, je sais pas, faites un truc. Parce que là, vraiment, j'aurais regardé Les Feux de l'amour pendant la nuit de la purge, ça aurait été ça. En plus de ça, le film se veut être un film à message sur la communauté mexicaine, enfin, latino en tout cas, pour ces histoires de migration et tout. Alors, le message, je suis désolé, mais c'est mal géré, c'est... Enfin, il passe pas du tout le message. À partir du moment où tu dis dans le film, oui, les gens ils vont aux États-Unis pour trouver la paix et le rêve américain, il y a la purge, ils retournent chez eux. Il faut bien le faire alors, pour que ça marche, parce que sinon, on est devant le film, on fait. Pourquoi ils disent ça? Bref, pour moi, American Nightmare, dans la lignée dans laquelle c'est lancé, ça n'a plus beaucoup d'avenir. Hein. Parce que la série, déjà, c'était pareil, il n'y avait pas de moment de gloire, il n'y avait pas de... Au moins dans les premiers films, alors je suis pas un puriste, hein. Même jusqu'au 4 il y avait des bons moments, mais alors le 5 là, et puis la série, je trouve que... Non, faut arrêter. Soit concentrez toutes vos thunes sur la franchise pour faire un bon film, soit arrêtez totalement, parce que là, ça vaut plus rien, quoi. On arrive au dernier film. Film numéro 26. C'est presque pareil. Black Widow, le dernier film du Marvel Cinematic Universe, réalisé par Kate Shortland, sorti le 7 juillet 2021 au cinéma, dans lequel on va retrouver Scarlett Johansson et Florence Pugh. Je pensais pas dire ça un jour, mais c'est un des seuls films Marvel que j'ai bien kiffé. C'est un très très bon film d'action qui donne lieu à de très belles scènes de combat. La scène dans la prison avec l'avalanche, c'est excellent. La scène finale avec tous les trucs qui tombent du ciel, c'est excellent, c'est bien foutu, c'est très lisible. Les personnages sont hyper attachants. Florence Pugh, je l'ai découverte dans Midsommar, mais elle est excellente, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette histoire de fausse famille avec des magouilles russes, oui, on va envoyer notre fille dans un camp pour qu'elle soit une Black Widow. Enfin, vraiment, les retrouvailles familiales sont d'autant plus attachantes parce que les personnages ne se connaissent pas, mais sont quand même là pour des liens familiaux. Il y a vraiment une très très bonne écriture à ce niveau-là. L'ennemi, pour une fois dans un Marvel, est intéressant. Bien plus crédible que dans les autres films. Là, on a un mec qui a monté des Black Widow, qui a créé des Black Widow un petit peu partout dans le monde, a formé des nanas à être insensibles à tout et à pouvoir être sous son contrôle, donc il peut faire ce qu'il veut. S'il veut détruire le monde en 3, 2, 1, il le fait, quoi.
Et j'aime beaucoup ce personnage. On ne s'ennuie pas une seconde, la musique est très sympa et rend les scènes d'action vraiment intenses. Moi je suis vraiment agréablement surpris. Je trouve que Marvel commence à proposer des choses assez nouvelles. Bon, je n'ai vu que WandaVision, la série, et Loki, c'est en cours de regardage. Mais je trouve que là, ils commencent à avoir des idées qui changent et ils font pas toujours la même recette. Là, par exemple, dans le film, on n'a pas des blagues super reloues en continu. Et bah, ça rend bien parce que du coup, tout le monde est attachant. Et les seules traces d'humour qu'il y a, c'est bien pensé et ça va avec les situations. C'est pas des scènes d'humour qui arrivent là pour rien. À voir ce qu'ils vont faire avec The Eternals et Shang-Chi, la légende des 8 anneaux. Parce que, alors là, c'est deux films. J'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas du tout. Encore Black Widow, il me tentait un petit peu, mais voilà, vite fait. Je me suis dit, ouais, ça reste Marvel, ça va être chiant. C'était une bonne surprise, donc peut-être que les autres, ce sera aussi de bonnes surprises, mais ils me tentent beaucoup moins. Mais en tout cas, ouais, Black Widow, un très très bon film d'action. Il se passe plein de trucs, donc si ça vous tente, ouais, regardez, c'est vachement cool. Voilà, j'ai les joues toutes rouges. Ça va faire 2 heures que je parle devant mon téléphone. Je pense que vous allez trouver la vidéo très longue. J'espère que vous la regarderez en faisant votre vaisselle, comme moi je regarde les autres critiques cinéma en faisant la mienne. J'espère vous avoir conseillé de bons films. Si vous avez vu des films, parce que là je pense qu'il y aura sûrement des gens qui en auront vu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, vos retours, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Je suis allé voir tous les films avec un grand enthousiasme. Il y en a certains que j'attendais qui m'ont déçu, certains que j'attendais pas qui m'ont pas déçu. Voilà, il y a pas mal de choses. J'essaierai de faire des vidéos peut-être un petit peu plus de façon régulière parce que là 2 heures c'est quand même très long. Voilà, j'ai fait un petit rattrapage de 26 films. Je voulais en faire 25 en plus, mais j'ai regardé Black Widow juste avant la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un pouce bleu, à me soutenir et tout. On est tous chauds pour le cinéma. On peut plus tous y aller là à cause du pass sanitaire à la con. Franchement, je suis dépité pour les gens qui ne l'ont pas. Je suis pas pour ou contre, je m'en fous. Enfin, faites ce que vous voulez de votre corps. Voilà, moi je suis complètement contre ce pass sanitaire qui nique toutes les libertés à tout le monde. Voilà, courage à tous. Il y a certains cinémas qui organisent des séances à moins de 50 personnes. Profitez-en. Certains le savent pas, mais il y a certaines séances où ils ont mis la jauge à 49 personnes et on peut y aller sans passe sanitaire. Bon, jusqu'à ce que le gouvernement nous ponde un nouveau truc pour nous forcer. Moi je l'ai, j'en profite, mais alors, courage à tous ceux qui ne l'ont pas. Bah, j'espère que vous irez quand même au cinéma ou que vous consommerez du cinéma par tout autre moyen, à part le téléchargement. Et bah voilà. Courage. Allez, salut les beaux gosses. J'arrive pas à éteindre, putain. J'ai mon voisin qui vient de finir son caca.